You know far, you know far. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Journal d'une doctorante, le podcast qui met en lumière les rouages de la thèse. Ici on parle sans tabou de la vie des doctorantes et des doctorants, de leurs difficultés, de leurs joies. Mais on partage également des tips. Produit et monté par Alice Yilmaz. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode de la série Comment rédiger sa revue de la littérature, en compagnie de Fabienne, nouvellement docteure en sciences de l'information et de la communication. Elle revient sur son parcours de rédaction, ce qui lui a semblé difficile, en particulier de jongler entre thèse, entrepreneuriat et vie de famille. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour du coup. Bonjour. Déjà, merci d'avoir accepté de prendre ce temps-là pour parler un peu de toi, ton aventure de thèse et notamment de plutôt la revue de littérature. Est-ce que tu peux prendre un petit temps peut-être pour te présenter vite fait, préciser ton domaine d'études et les recherches que tu as menées dans ta thèse ? En fait, je suis déjà docteur, moi. Mais je viens juste de finir ma thèse. Donc, depuis février, j'ai été diplômée en février. Alors, moi, je suis un cas un tout petit peu particulier parce que je suis pas vraiment une vraie étudiante parce que j'ai plus de 50 ans et que j'ai repris mon doctorat donc il y a plusieurs années en étant professionnelle. Donc, je suis une professionnelle du marketing et de la communication. Moi, au départ, je suis pas du tout universitaire. Je suis diplômée d'un master de marketing à HEC. Et donc, il y a quelques années, il y a 6 ans pour être très exact, j'ai décidé de me lancer le défi de réaliser une thèse de doctorat. La principale raison, c'était que j'étais un peu lassée de ma vie professionnelle et un peu de la superficialité du monde de la communication et du marketing. Donc, j'avais envie vraiment de me lancer dans un projet plus, on va dire, plus dense intellectuellement, si je puis dire, et puis un défi personnel. Mais en fait, je savais pas véritablement à quoi m'attendre en me lançant dans une thèse. Donc, j'ai contacté plusieurs professeurs, enfin plusieurs maîtres de thèse pour proposer mon sujet, parce que par contre, mon sujet, j'étais vraiment convaincue que je voulais réaliser des travaux autour de l'impact des médias sociaux sur la notoriété des entreprises. Donc ça, c'était mon cœur de sujet. Et donc j'ai fini par identifier un maître de thèse qui a accepté de m'accompagner sur ce travail à Assas, à Paris 2. Et donc j'ai démarré ce travail de thèse. Mais moi, encore une fois, j'avais pas du tout de méthodo. J'étais vraiment habituée au, je sais pas comment dire, c'est un peu méchant pour HEC ou pour la fonction que j'ai occupée pendant très longtemps, à savoir directrice du marketing et de la com. Et j'étais un peu habituée au PowerPoint, aux choses qui vont très à l'essentiel. Et donc, j'étais pas du tout habituée à cet exercice de rédaction, de recherche. Et donc, je me suis vraiment lancée là. Et j'ai pas du tout été vraiment accompagnée par mon maître de thèse, faut quand même être très clair. On s'est mis d'accord sur le sujet, sur l'ensemble du sujet, sur la globalité de la problématique, mais après, je me suis vraiment débrouillée toute seule, quoi. Donc, c'était très difficile pour moi de démarrer cette fameuse revue de littérature, parce que, en fait, je savais pas du tout par quoi commencer. Et du coup, j'ai décidé, en fait, de me faire accompagner par un autre prof de méthodo, parce que j'avais pas du tout de méthodo, honnêtement, je savais pas ce qu'il fallait faire. Tu avais 2 directeurs de thèse, si je comprends bien. En fait, non, parce que la personne qui m'a accompagnée, elle m'a un peu accompagnée, on va dire, de manière non officielle. Mais j'avais besoin de prendre des cours de méthodologie, parce que moi, je savais pas ce qu'il fallait faire, en fait. J'avais envie de faire travailler mon cerveau, mais je savais pas tellement dans quel sens. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de master et qui ont appris la recherche et tout ça, donc qui savent même rédiger. Moi, c'était pas du tout mon cas. Et donc, Ouais, ça dépend beaucoup les masters. Moi, dans le master que j'ai fait, déjà, j'en ai fait 2, mais le master recherche que j'ai fait, je suis arrivée en master 2, et du coup, la méthode, j'en ai pas vraiment vu non plus. Et de ce que j'ai entendu, en tout cas, de plusieurs personnes sur Instagram, il y a beaucoup de personnes pour qui la revue de littérature ou les autres méthodologies, en tout cas, c'est compliqué. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas de formation, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est clair. Surtout que tu peux chercher partout et puis tu peux pas trouver vraiment un cours qui va te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors on a été très pragmatique et en fait elle m'a vraiment guidée
de manière très, on va dire, pas à pas. Hein. Et moi, j'ai utilisé, en fait, je faisais des tableaux. J'ai fait des tableaux. Alors, c'est pareil. Après, on m'a un peu reproché quand j'ai soutenu ma thèse d'être un peu Madame Tableau, parce qu'en sciences, j'avais des jurys qui étaient des sciences sociales et qui n'aiment pas les tableaux. Mais en tout cas, moi, j'adore les tableaux et j'adore ranger les trucs dans les cases. Et ça m'a énormément aidée parce que je me suis fait des tableaux avec mes définitions, mes sujets, mes variables, mes références bibliographiques. Alors ça, par contre, dès le départ, je savais que la référence bibliographique, c'était la mort si ça commençait pas dès le début. Donc moi, j'ai tout indexé comme une petite fourmi dès le début. Dès que je lisais, tac, je référençais la référence bibliographique. Donc du coup, ma bibliographie, je l'ai faite entièrement sous Word, tout indexé. Et là-dessus, ça m'a fait gagner un temps de fou. Hein. D'accord. Bah, ça tombe bien que tu parles des références bibliographiques parce que du coup, est-ce que tu pourrais peut-être un peu parler enfin, nous raconter un peu comment est-ce que tu t'es organisé? Là, tu as dit que tu faisais pas mal de tableaux pour justement tes recherches bibliographiques. Comment tu as choisi finalement tes lectures? Quelle stratégie tu as mis en place pour pouvoir les classer justement? Alors, en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai identifié 5 thèses dans mon domaine qui étaient dans des sujets connexes ou un peu connexes au mien et qui étaient des très bons travaux. Et j'ai fait une fiche de lecture par thèse. Je me suis fadé les 500 pages de chacune des thèses. Je les ai épluchées pour comprendre en fait tout le cheminement de pensée de la personne qui a rédigé la thèse. Comment elle a construit sa revue de littérature, quelle était sa problématique. Alors après, je sais pas si tu veux, je vais regarder mes notes parce que j'ai plus en tête exactement la structure de la fiche. Il y a mon chat, je sais pas si on a enregistré, c'est l'horreur. C'est pas grave. Non, ouais, je suis désolée. Alors, donc la structure de ma fiche de lecture, donc c'est des fiches de lecture. Alors, je sais pas si les gens qui ont, après, je les ai tous cités dans les règles de l'art. Hein. Enfin, j'ai pas du tout fait du plagiat, hein, bien loin de là. Et du coup, j'ai vraiment tout lu. J'ai analysé la composition globale du manuscrit, partie par partie pour voir les enchaînements. La question de recherche, la problématique, les hypothèses, le but de la recherche, quelles hypothèses il avait émis ou elle avait émis au début, avec une référence à chaque fois de différentes pages pour que je puisse me repérer dans le document. Et ensuite, bien sûr, j'ai regardé la revue de littérature de chacune, enfin toutes les références bibliographiques de chacune des thèses, et j'ai noté en fait tout ce qui concernait en fait mes variables à moi et comment ils définissaient parce que moi j'avais mes concepts, c'était autour de la notoriété, de l'irréputation des entreprises, et donc tout ce qui définissait en fait mes variables, eh bien j'ai tout repris en fait, je me suis repris toute la revue de littérature de chaque thèse. D'accord. Et tu t'es principalement du coup focalisé sur ces 5 thèses et la bibliographie de ces thèses? Disons qu'en ayant fait 5 thèses du domaine, parce qu'il y avait, moi mon domaine c'est des sciences de l'information, de la communication, mais c'est un peu à la croisée des chemins entre le marketing, les sciences de gestion. Enfin, tu vois, c'était un sujet qui était pas la notoriété, c'était quand même lié à l'entreprise. Donc du coup, moi j'ai touché un peu aux sciences de gestion, donc j'ai essayé de sélectionner 5 thèses qui n'étaient pas forcément que dans mon domaine à moi. Et donc j'ai aussi exploré des champs disciplinaires comme les sciences de gestion, le marketing, et du coup ça m'a permis d'avoir une vision assez large de tout ce qui était dit sur mes concepts, quoi. Ok. Et une fois justement que tu as commencé à lire ces thèses et que tu as un peu consulté la bibliographie de ces thèses, je pense que dans ces bibliographies-là, tu avais des choses sûrement qui ont dû t'intéresser. Et comment, justement, comment tu as fait pour organiser ces lectures? En fait, moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de me déplacer en bibliothèque. J'ai acheté beaucoup de bouquins. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter des livres. J'avais aussi accès à la base de données de la fac pour les revues, tout ça. Donc, j'ai tout lu, en fait. Tout lu au maximum. Et des fois, ça me prenait des heures et des heures parce que moi, les articles scientifiques, c'est pas dans c'était pas dans mon cheminement de pensée. Donc, parfois, je mettais un jour pour comprendre un article, quoi. Donc, donc j'ai eu énormément des allers-retours, des trucs. Et puis après, en fait, je voyais que les auteurs, ils étaient souvent cités parce que en marketing, la réputation, c'est traité du côté marketing comme un actif intangible de l'entreprise, en sciences de gestion comme
un différenciateur. Et donc, toutes ces définitions-là, j'ai regardé quels étaient les auteurs, mais je voyais bien qu'il y avait des auteurs qui revenaient. Donc, tous les auteurs qui revenaient, eh bien, j'ai lu, en fait. J'ai acheté les bouquins et j'ai lu. Tu as dit tout à l'heure que sur les 5 tests, tu avais fait des fiches de lecture avec la problématique, les bibliographies, tout ça. Est-ce que du coup, pour les articles, enfin tout ce que tu as lu après ces 5 thèses-là, quelle trace tu as gardé de tes lectures? Tu as fait également des fiches ou Non, pas vraiment des fiches. J'ai fait des répertoires sur mon ordi. Hein, et j'ai tout, en fait, tout indexé, mais par répertoire, par thématique, tu vois. Je sauvegardais tous mes articles que je lisais. Alors, des fois, ils avaient des nomenclatures un peu bizarres. Enfin, moi, je renommais le fichier, par exemple. Je te dis n'importe quoi. Évaluation de la réputation dans le plan comptable. Bon, bah, si c'était un article ultra financier, je l'indexais comme ça pour pouvoir m'y retrouver moi-même, pour pouvoir me dire, bah voilà, sur la définition de la réputation, de la notoriété des entreprises, c'est valorisé parfois dans un bilan, puisque c'est un actif de l'entreprise. Et donc, toute cette partie financière, je vais quand même l'aborder parce que c'est un point important. Et je me mettais, on va dire, à une autre définition que celui du fichier de source, quoi. Bon, c'est un peu archaïque, hein, mais j'ai pas d'autre méthode, quoi. J'ai tout classé. Mais jusqu'à la fin, j'ai lu. Hein. Jusqu'à la fin, j'ai lu. Et je regardais à chaque fois parce que le sujet, il évolue hyper... Enfin, les réseaux sociaux, les médias sociaux, tout ça, ça évolue. Donc, j'avais peur de louper des épisodes et de me retrouver avec une littérature obsolète, tu vois. Ça, c'était la crainte. Et du coup, en même temps, ma revue de littérature, on va dire, je l'ai faite... je l'ai jamais entérinée, en fait. Je l'ai entérinée le jour où j'ai rendu quasi. Parce que je voulais pas me retrouver... je voulais pas me retrouver dans la situation où j'avais entériné un doc et puis tu vois 1 an plus tard il s'est passé des millions de choses et j'ai tout raté quoi. Et justement sur cette question de l'écriture, donc j'imagine que tu as écrit tout le long de ta thèse. Enfin du coup comment est-ce que tu as fait pour écrire? Est-ce que tu t'es pris certains moments de la semaine, par exemple tu t'es dit voilà un jour je vais passer à la rédaction de cette revue, ou tu t'es mis par exemple des périodes plus longues? Comment est-ce que tu as fait? Alors, c'est pas vrai de dire que j'ai rédigé dès le début de la thèse, hein, parce qu'au début, j'ai vraiment lu et classé. Donner ranger les définitions dans des tableaux selon différentes visions, selon différents angles. Et tout ça, j'ai indexé dans des tableaux avec des références bibliographiques, mais j'ai rédigé au bout de 2 ans, hein, vraiment rédigé. Donc, tu as fait finalement les 2 premières années, tu as fait beaucoup de recherches bibliographiques et tu as classé en fait toutes tes recherches. Ouais. J'ai lu, j'ai classé, j'ai rangé, j'ai trié des articles. Mais attention, moi, j'étais pas à plein temps. Moi, j'avais une start-up à l'époque. Hein. J'ai levé des fonds. En plus, c'est pas du tout prévu, mais finalement, j'ai arrêté mon agence de com et on a lancé un projet. J'ai levé des fonds pour un projet hyper prenant. Donc moi, j'avais pas énormément de temps pour bosser. Donc te dire que je me suis fixé des plages avec à heures régulières, c'est pas vrai en fait. Dès que j'avais un peu de temps, mais le truc c'est que c'est tellement difficile de travailler, tu peux pas travailler 2 heures, ça sert à rien. Donc il faut vraiment s'y mettre. Donc moi les plages de 5 heures, je les avais pas trop, donc c'était souvent la nuit, le soir. J'ai souffert. Hein. Bah, j'imagine, parce que 6 ans, c'est pas non plus super long pour quelqu'un qui avait qui avait on va dire un double poste. Non, j'ai eu une année de césure parce que j'étais malade. Donc j'ai vraiment mis 5 ans quoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait un truc en accéléré. Après il y a eu le confinement, donc c'est le confinement qui m'a permis de finir. Hein. Parce que j'avais quand même plus de temps, j'étais tout le temps chez moi et que j'avais pas d'excuses pour pas bosser. Ouais. Finalement, du coup, vu que tu as fini ta thèse, combien de pages tu as rédigé? Elle fait combien de pages ta revue? Écoute, je pense, je sais plus, je t'avais dit, attends, je vais regarder, je pense que c'est pas loin de 500 ou 600 pages. Hein. Et ta revue, tu saurais dire à peu près? Ouais, 136 pages de revue de littérature. Et est-ce que toi, ta revue de littérature, elle se propose de répondre à une question spécifique, ou est-ce que tu as plutôt choisi l'option de finalement faire des lectures plutôt exhaustives et... Ah ouais, non, moi je réponds à aucune question là dans ma revue de littérature. Je balaye qu'est-ce qui a été dit sur mes concepts, comment ils ont été définis par les différents auteurs selon différentes visions, et j'essaie de me définir moi-même ma propre définition de mes concepts et de mes variables.
Voilà, c'est ça ma revue de littérature. Ok. Donc en fait, tu t'es imprégné de toute la thématique, de tout le champ en tout cas, et tu t'es réapproprié en fait les choses. Ouais, exactement. Parce que je sais qu'il y a des revues de littérature qui sont faites sur des méthodes différentes. Il y en a, ils répondent à des questions. Il y en a, ils font plutôt comme toi. Ils essayent de définir en fait à leur façon les concepts en fait qu'ils étudient. Donc, ok. Ouais, et moi c'est ce que j'ai fait. Et ton plan de la revue de littérature, finalement, comment est-ce que tu l'as... Est-ce qu'il est fait par thématique, du coup? Bah, en fait, il n'est pas très compliqué, mon plan, parce que moi, c'est l'impact des médias sociaux sur la notoriété des entreprises. Bah, j'ai fait un peu grand 1, la notoriété, la réputation, grand 2, les médias sociaux, tu vois. Je sais pas... C'était un peu... c'était pas tellement... le plan de la revue de littérature, c'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. Parce que c'était assez logique, somme toute. Et après, j'ai fait les interactions entre les concepts, quoi. J'ai aussi traité dans la revue de littérature comment ils s'imbriquent ces concepts entre eux, comment ils se définissent. Mais le plan, ça n'a pas été le plus compliqué, étonnamment. Bon, après, le plan de la thèse, c'est ce qui m'a posé... Enfin, il a été modifié jusqu'à la fin de la fin. Et finalement, c'est une autre question, c'est comment est-ce que, vu qu'on parle un peu d'intersection, comment tu as fait le lien entre finalement la fin de ta revue de littérature et un peu l'emboîtement avec ta thèse finalement? Est-ce qu'il y a eu une césure complète ou est-ce que tu as essayé d'imbriquer les deux ou pas du tout? Bah, ouais, c'est une suite logique en fait. J'ai déconstruit les concepts dans la première partie pour justement construire mon objet de recherche et j'arrive dans la partie numéro 2 à mon objet de recherche. En fait, c'est ça, c'est toute la revue de littérature qui me permet de construire mon objet de recherche. Et finalement, avec un peu de recul maintenant, vu que tu as soutenu, quelles difficultés tu as rencontrées un peu pendant tout ce temps, j'ai envie de dire, d'écriture? Comment tu t'es sentie? Comment tu as vécu, toi, cette étape de la thèse? Alors moi, je pense que j'ai une immense chance, c'est que dès le début, j'ai tout de suite, enfin je sais pas, j'ai eu un déclic, je sais pas, je t'expliquer comment, mais dès que j'ai commencé à écrire, on m'a tout de suite dit que j'écrivais super bien. Donc non mais je m'envoie pas des fleurs, hein, mais j'ai pas de problème de rédaction, même pas. En fait, on m'a donné quelques règles de la rédaction scientifique, partir de la référence la plus ancienne pour aller vers la référence la plus récente, et puis en fait, moi, ce que j'adore dans ma tête, c'est démontrer. Et donc, j'adore les mots, je fais pas de fautes. Et du coup, j'ai pris un vrai plaisir à écrire, en fait, même si c'est douloureux. Moi, avancer une idée dans un paragraphe, c'est ce que j'aime faire, en fait. Et du coup, ça m'a pas trop. Je sais pas. Bon, j'ai souffert, je peux pas dire le contraire, mais en tout cas, j'ai pas eu. Je sais pas comment dire. C'était plutôt assez facile, une fois que j'avais organisé mes idées, de rédiger, quoi. T'aimes bien argumenter, quoi? Ouais, j'adore argumenter. Ok. Et socialement, je sais pas si tu vis seule. Ouais, non, j'ai des enfants, j'ai des ados, j'avais un boulot. Non, mais j'ai... Ah ouais, bah non, moi j'étais obligée de m'enfermer dans mon bureau. Les enfants, ils n'en pouvaient plus. Mon fils, il m'a dit, maman, tu fais un DM maison depuis des années, j'en peux plus. Ils en revenaient pas, les enfants, que j'arrête pas de finir ce devoir. Mais non, je n'étais pas toute seule, mais je sais pas si ça rend les choses plus faciles. Hein. Non, mais non, ils m'ont tous soutenu, ils m'ont tous aidé. Mais dès que j'avais 5 minutes, je faisais ma thèse, quoi. Pas évident. Et finalement, si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être différemment ou pas fait du tout Bah, je l'aurais pas fait, en fait. J'aurais pas fait de thèse. Bah, attends, j'ai cru m'écrouler, en fait. Hein. Je te dis vraiment, c'était dur. Mais moi, j'ai douté chaque jour. Hein. Au début, j'ai fait un peu la fanfaronne. Ouais, attends, tout de suite, j'ai trouvé un directeur de thèse à ça. C'est vrai qu'au début, c'était... Enfin voilà quoi, le prof super, spécialisé dans les médias, elle a adoré mon sujet. Donc au début, j'étais sur une lancée et puis après quand j'ai vu ce que c'était, en fait, j'ai douté à mort. Hein. Moi, j'ai souffert pour écrire ce document. Mais surtout, en fait, quand tu dis seule, j'étais pas seule dans ma famille, mais mon maître de thèse, je pouvais pas l'appeler toutes les 5 minutes pour lui demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Hein. L'angoisse. C'est ça aussi, finalement, la solitude, c'est aussi la solitude professionnelle, en fait, qui est vécue. L'angoisse. Mais est-ce que, du coup, si tu devais refaire, est-ce que tu choisirais pas peut-être un autre directeur de thèse, tout simplement? Ah non, parce qu'elle a un nom, elle est hyper connue et tout. Non.
Non, non. Non, non, et puis elle m'a soutenue, si tu veux, à la fin, elle m'a énormément soutenue. Parce qu'elle voulait absolument que je soutienne. Moi, après, j'ai eu le Covid, donc j'étais complètement à la ramasse. C'était l'horreur. J'ai demandé 15 jours de rab. La fac m'a dit, mais non, même pas dans le rêve, vous devez soutenir avant la fin de cette année, sinon c'est foutu. Je dis, ouais, mais moi, en fait, j'ai 45 de fièvre, je peux à peine écrire un mail, je vais pas y arriver, quoi. Donnez-moi 15 jours de plus. Et donc là, elle est intervenue vraiment pour m'aider et tout. Donc, oui, elle m'a vraiment soutenue. Mais au day-to-day, c'est quand même bien de pouvoir avoir une interaction avec quelqu'un qui relit. C'est pour ça que je te dis, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé à côté, quoi. Qui me relisait des textes. Parce que tu peux pas écrire une partie de 136 pages si tu sais pas si c'est bien ou pas bien, quoi. Et la personne, finalement, que tu as pris, qui n'était pas vraiment officielle, mais tu lui as juste envoyé un mail et tu t'as demandé si c'était possible qu'elle t'accompagne sur cette partie. Elle m'a été recommandée, c'est un peu des connaissances, c'est une personne qui est extrêmement compétente sur la méthodo, mais qui était toujours quand même un peu en retrait parce que quand tu fais une thèse, tu prends des décisions, tu fais des arbitrages, tu prends des orientations et elle voulait pas endosser des prises de décision qui étaient les siennes, elle voulait pas trop m'orienter sur un sujet sur lequel elle n'était pas mon maître de thèse officiel, donc c'est moi qui ai pris des décisions et c'est moi qui faisais le lien avec le maître de thèse, en gros, pour lui dire, j'ai choisi ça comme orientation. Ça s'est passé comme ça, quoi. Mais elle était vraiment sur la méthodo, sur la technique de rédaction, sur le plan, pour bien s'assurer que le plan, il est bien, il est bien équilibré. Mais bon, après, il y avait les comités scientifiques. Bon, là, on va dire que j'ai pas du tout été soutenue. C'était, à chaque fois que je passais, j'avais l'impression d'être un imposteur. C'était l'horreur. Franchement, je me suis fait démonter à chaque fois. J'ai dit, mais en fait, personne va m'empêcher de finir ma thèse. Donc, mais moi, je travaille, en fait. J'ai une start-up, c'est dur. Mais en fait, je me faisais laminer, mais tu peux même pas savoir. Donc, un peu parcours du combattant, quoi, pour toi, finalement, la thèse. Ouais, le parcours du combattant. Pas d'encouragement, en tout cas, du comité scientifique, non, pas du tout. Non. Ouais, le problème, je pense, dans le monde de la recherche, c'est vraiment, je crois que l'ambiance, un peu tout, ça dépend vraiment sur les personnes sur qui tu tombes. Ça peut être super positif, comme finalement, ça peut te ruiner un peu ton travail et te démoraliser. Ouais, il faut s'accrocher, en fait. Il faut croire à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. Mais moi, c'est ce qui m'a manqué, en fait. C'est ça, c'est des interactions plus régulières avec quelqu'un qui peut te donner le change sur ton travail, quoi. Eh ben, félicitations, du coup, vu que tu es docteur maintenant. Ouais, écoute, maintenant, il faut exploiter sa thèse, en fait. Il faut, moi, je l'ai fait, tu vois, un peu perso. Donc, voilà, maintenant, je suis docteur. Il faut que je m'en serve, hein, bien. Mais en tout cas, c'est un travail, quelque part, avec le recul, j'ai quand même apprécié ce travail, hein, sinon je l'aurais pas fait. Mais c'est quand même un travail difficile. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas issu, je pense, de la fac, en fait. Ok. Écoute, je sais pas si ça répond à tes questions. Si, tu as répondu à toutes tes questions. C'est bien parce que du coup, vu que toi, tu viens, t'as travaillé à côté et en plus, tu viens pas du tout du milieu de la recherche et c'est super bien d'avoir des témoignages qui sont différents parce que bon, quand on entend la même chose, on se dit c'est cool du coup de lire même des thèses qui sont un peu pas forcément, tu vois, là, tu disais, tu as des facilités, toi, d'écriture. Donc, c'est bien d'entendre aussi des choses différentes, je trouve. Ouais, après, moi, j'ai pas du tout été dans la vie étudiante avec les autres doctorants. J'ai pas du tout, parce que d'abord, j'avais pas l'âge, et puis j'étais complètement à part, quoi. Tu vois, j'ai pas vécu. J'ai essayé d'aller à quelques séminaires, mais c'est vrai que les sujets, ils étaient pas toujours très proches de mon sujet de recherche, donc c'était toujours un peu tiré par les cheveux. Ça me déprimait, je t'avoue, plutôt qu'autre chose. J'avais plein de sujets sur les médias au Zimbabwe, des trucs comme ça. C'est pas que c'est pas intéressant, mais disons que moi, c'était loin de mon sujet, quoi. Bon courage. Merci beaucoup, passe une bonne journée. Ouais, à bientôt, au revoir. À bientôt, salut. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Journal d'une doctorante, le podcast qui met en lumière les rouages de la thèse.
Ici, on parle sans tabou de la vie des doctorantes et des doctorants, de leurs difficultés, de leurs joies. Mais on partage également des tips. Produit et monté par Alice Yilmaz. On se retrouve aujourd'hui pour ce 4e épisode de la série Comment rédiger sa revue de la littérature, en compagnie de Martine, doctorante en économie. Elle revient sur son parcours de rédaction, ce qui lui a semblé difficile et ce qu'elle aurait fait différemment. Très bonne écoute à toutes et à tous. Alors, bonjour Martine, merci d'avoir pris ce temps pour partager ton expérience autour de la rédaction de ta revue de littérature dans ta thèse. C'est mon plaisir. Donc, tu es doctorante en économie. Est-ce que tu pourrais peut-être plus te présenter en quelques mots, préciser ton domaine d'études et les recherches que tu mènes dans ta thèse? D'accord. Alors, moi, c'est Martine, doctorante en économie et je me spécialise sur l'économie bancaire, particulièrement sur les questions de régulation prudentielle. Donc, on sait on connaît l'importance de la banque dans le financement de l'économie. Et donc, le contrôle de l'activité bancaire est donc primordial justement pour que l'économie soit financée. Et nous savons que dans leurs activités, les banques sont confrontées à divers aléas, dont les risques financiers. Et donc, il faut que ces institutions-là, prudentielles, puissent aider les banques à solidifier leurs assises financières et puis à mieux gérer les différents risques bancaires pour le maintien de la stabilité financière et de l'économie en général. D'où l'importance de mon domaine sur les questions de régulation bancaire. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà nous parler de comment est-ce que tu as organisé, toi, tes recherches bibliographiques en début, en fait, quand tu as commencé à lire? Est-ce que, quelle base de données, peut-être bibliographique, tu as consulté? Comment tu as choisi tes lectures? Comment tu as classé, en fait, tout ça? D'accord. Alors, pour mes recherches bibliographiques, moi, franchement, j'alterne, je ne suis pas limitée. C'est-à-dire que je lis des articles scientifiques, je lis des livres, je regarde également des thèses sur fichiers numériques. Essentiellement, les livres, je les télécharge sur fichiers numériques parce qu'il faut savoir que là où je suis au Gabon, en Afrique, et nous n'avons pas de contrat doctoral. Donc, nous n'avons pas le financement nécessaire pour être dans de meilleures conditions pour notre recherche. Donc, je suis essentiellement dans les supports numériques. Donc, je vais sur des sites pour trouver des références académiques scientifiques telles que Google Scholar, IDEAS, GSTOR, Kerninfo, NBR, etc. Il y a plusieurs sites scientifiques. Je lis des articles majoritairement en anglais. En anglais parce que dans le domaine où je suis, donc la banque et la finance, la littérature est abondante au niveau anglophone. Donc, je suis obligée de chercher des articles scientifiques en anglais et je les traduis. Donc, j'ai des articles théoriques que je lis, comme des articles empiriques aussi, qui sont fondés sur les preuves ou les évidences. J'entre dans la bibliographie de mes articles. Je lis des articles pertinents. Et dans ces articles, au niveau de la revue, les auteurs citent également d'autres articles, d'autres auteurs. Donc, je regroupe aussi tous les auteurs qui sont dans les articles que je lis et puis ça me permet d'avoir une littérature encore plus riche. Donc, je disais que je lis aussi d'autres thèses pour m'inspirer dans le fond comme dans la forme, mais surtout pour enrichir aussi ma littérature. J'essaie de faire des recherches assez régulières parce que chaque jour, il y a des articles qui sortent, chaque jour, il y a des nouveaux débats, chaque jour, il y a de nouvelles théories, il y a de nouveaux avis, de nouvelles opinions. Donc, je fais mes recherches de manière régulière. Et
Je voulais juste te demander du coup, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que, tu as été obligé ou non de prioriser tes lectures? Est-ce que tu as fait un classement pour savoir dans quel ordre tu allais les lire? Ou tu t'es juste, finalement, bah, à un moment donné, finalement, tu as trouvé des choses qui étaient plus ou moins intéressantes avec, bah, ce que tu menais comme recherche et puis tu as lu en fait, au fil? Oui, oui, je fais des classements. Je fais des classements. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il faut comprendre d'abord son sujet. Il faut comprendre son thème, il faut définir les mots-clés, il faut savoir qui on parle. Et c'est à partir de là que on aura des orientations dans nos recherches d'articles. Donc, je fais des recherches sur des concepts précis, je les lis, je prends des notes et en fonction de ça, je rédige ma littérature. Et quand tu dis que tu prends des notes, est-ce que tu fais, par exemple, un résumé de ce que tu lis et comment est-ce que quelles traces tu gardes finalement de tes lectures? Ce que je fais, c'est que quand je télécharge des articles, s'il y a des articles à traduire, je les traduis. Mais d'abord, je regarde la pertinence de chaque article. Donc, pour connaître la pertinence de chaque article, je lis le résumé, l'abstract. Donc, je lis le résumé et si le résumé est pertinent ou si c'est en fonction de ce que je recherche, je le mets de côté. Si le résumé n'est pas assez pertinent, je ne le lis pas. Donc, une fois que j'ai tous ces articles-là pertinents, je m'organise maintenant dans la prise des notes. Donc, qu'est-ce que je fais? Tant bien même la lecture de tout l'article est nécessaire, je lis tout l'article, mais je n'exploite pas toutes les différentes parties de l'article. Ce que j'exploite, c'est la revue, le modèle, la méthode d'estimation et les résultats, les recommandations de cet article. Donc, j'exploite ces parties-là, puis je fais un résumé qui regroupe ces différentes parties exploitées et ça me fait office de notes. Donc, j'ouvre un fichier Word, donc je mets le nom des auteurs, le titre de l'article et j'écris le résumé et je le garde. Et je fais ça avec chaque article pertinent en fonction des différentes parties de ma revue. Et est-ce que tu utilises un logiciel pour, gérer ta bibliographie ou pas? Non, je n'utilise pas du tout de logiciel. Je pense qu'on peut le faire sans logiciel. Je prends mes notes sur, je prends mes notes sur Word. Je crée un dossier, je crée un fichier Mmh. que je nomme et puis je regroupe tout à l'intérieur. D'accord. Et bah, une fois tu parlais tout à l'heure de l'écriture, comment est-ce que tu t'es organisée finalement quand tu as commencé à écrire, bah, ta revue de la littérature? Est-ce que tu as tout rédigé, en une seule fois, étalé sur un temps moyennement long? Combien de pages tu as écrit? Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps de faire ça finalement? Je ne pense pas qu'on peut rédiger une revue de littérature en une seule fois. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des différentes théories qui sortent. Chaque jour, les débats évoluent. Donc, je pense que la revue de la littérature, elle se complète à tout moment. Donc, moi, ma revue, elle n'est pas fermée. Parce qu'à chaque fois, je peux compléter. Et c'est pour ça que je disais que je lisais de manière régulière. Parce que demain, je peux avoir pensé boucler ma littérature, mais demain, un nouvel article sort, un article pertinent, et je complète. Je ne fais que compléter la littérature. Donc, je pense que pendant tout le processus de la thèse, la revue de la littérature est à compléter. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai commencé à rédiger? Ben, j'ai rédigé par partie. Donc, j'ai d'abord commencé à lire un peu tous les articles et en fonction des orientations que j'avais eues, j'ai fait un plan composé de 2 parties. Et c'est en fonction de mes lectures, ce sont mes lectures en fait qui me guident sur mon plan. Je vais prendre un exemple. Si dans ma littérature, je me rends compte qu'il y a des auteurs favorables à un concept, et je me rends compte aussi qu'il y a des auteurs qui sont plutôt défavorables à ce concept, je vois que le débat, il est assez mitigé, il est partagé. Donc, j'en fais un débat. Donc, quand je commence à prendre des notes, c'est pour une partie, la première partie. Je prends des notes et quand je sens que j'ai assez de notes maintenant,
je me mets à rédiger la première partie. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième partie. Donc tu lis un peu finalement des thématiques et après tu rédiges en fait chaque thématique quand tu as fait un peu le tour du Voilà, temps, et quoi. c'est pour ça que je disais que je faisais un résumé par article. Donc, les différents résumés, quand je regroupe les résumés, j'en fais une synthèse et c'est plus facile pour moi de rédiger. Et donc ton plan, il est forcément thématique du coup. Tu vas rédiger en fait chaque partie une thématique. Oui, oui. D'accord. Mais qui met toujours en lien les différentes variables, enfin les différents mots-clés de mon thème, de mon sujet. Les concepts que tu as finalement utilisés, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. d'accord. Juste, j'ai oublié de te demander, mais du coup, ça fait combien de temps que tu mènes ces recherches sur ton sujet, ton domaine finalement? Alors, je suis en deuxième année de doctorat, mais concernant la revue de la littérature, je l'ai terminée depuis la première année. D'accord. Et, est-ce que ta revue de littérature, enfin, tu m'as dit qu'elle était par thématique du coup, mais est-ce que dans sa globalité, elle répond à un questionnement ou non? Mon questionnement est dans ma problématique. La problématique qui est une partie différente de la revue de la littérature. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma revue de la littérature ne va pas apparaître de manière directe dans ma thèse. Donc, elle me permet, et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer par faire une revue de la littérature avant de commencer à rédiger sa thèse, parce que la revue de la littérature te permet de comprendre tous les concepts qui ont été développés, abordés autour du domaine étudié. Donc, ça me permet de mieux comprendre le sujet. Mais je ne vais pas prendre ma revue de la littérature pour en faire une partie de ma thèse. Par contre, dans mes différents chapitres, si j'aborde un thème en relation avec des concepts évoqués dans ma revue de la littérature, je peux m'en inspirer, je peux prendre une partie et mettre. Mais la revue de la littérature ne fait pas partie directe de ma thèse. Elle me permet d'abord de mieux comprendre le sujet, de mieux comprendre quelles sont les idées, quelles sont les théories, quels sont les concepts, les débats principaux autour de mon domaine, quels sont les auteurs précurseurs, donc ceux qui ont parlé au début, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les auteurs actuels. Donc ça me permet vraiment de voir l'ensemble de ma thèse et de mieux comprendre mon sujet. Mais qu'à cela ne tienne, certaines parties de ma revue, je pourrais les mettre dans les différents chapitres. Donc, donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de problématique dans ma revue de la littérature. Ok. Et ta revue de littérature, finalement, enfin, elle te sert toujours, tu la complètes toujours pour garder une réflexion en fait de tout ce qui se passe autour des choses que tu étudies. Est-ce que tu vas la publier ou non, pas du tout? Ou ça te sert vraiment comme un document de travail, ça? Ça me sert comme un document de travail. Si je vais la publier, je n'en ai pas encore pensé, mais ça me permet essentiellement de mieux comprendre et de mieux avancer dans ma thèse. Ok. Et est-ce que peut-être tu pourrais évoquer si tu as rencontré ou non des difficultés pendant tout ce temps finalement de lecture, de bibliographie, d'écriture de ta revue? Comment est-ce que tu t'es sentie, comment tu as vécu en fait cette étape de la thèse? D'accord. Alors, bon, les problèmes rencontrés au niveau de la recherche, je vais essentiellement dire, c'est parce que dans mon domaine, la littérature abondante est dans le milieu anglophone. Moi, je suis dans un milieu francophone, donc après traduire les articles, ce n'est pas compliqué, mais au niveau des livres, ce n'est pas facile. Parce que même lorsque tu as un livre, tu trouves un livre sur le net et que tu le télécharges, pour le traduire en français, ce n'est pas du tout facile, étant donné que je n'ai pas forcément les financements nécessaires qui me permettent d'acheter des livres fréquemment. C'est essentiellement ça les problèmes rencontrés au niveau de la recherche. Maintenant, concernant les problèmes rencontrés au niveau de la lecture, c'est au tout début.
au tout début de mon année en thèse. Le problème, c'est que je lisais en grand nombre. Qu'est-ce que je faisais? Je pouvais télécharger une affaire de 50, 100, 120 articles. Du coup, je télécharge et je lis. Et je lis en grand nombre et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il ne suffisait pas de tout lire, du coup, pour retenir ou pour comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, excusez-moi du terme, ça fait chier, en fait. Tu ne comprends pas. Voilà, donc je n'avais pas l'astuce de prendre des notes à chaque fois, je n'avais pas l'astuce d'essayer de faire la différence entre un article pertinent et tout. Et tout ça, j'ai pu... enfin, ce sont des astuces que j'ai pu trouver moi-même au fur et à mesure quand j'ai compris qu'il y avait des coquilles, que je ne pouvais pas tout lire du coup, ça ne sert à rien. De toute façon, comme je disais, tu télécharges, tu lis des articles de manière régulière. Donc, ça ne sert à rien de dire que, bon... aujourd'hui, demain, je télécharge un grand nombre d'articles. Après-demain, je ne fais que lire. Non, sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, des problèmes rencontrés concernant la rédaction. Je vais plutôt dire que je n'ai pas vraiment eu de problème concernant la rédaction parce que c'est une étape que je vis bien parce que je pense que je suis bien encadrée. Je suis très bien encadrée et il faut que l'encadreur mesure l'impact qu'il a sur son doctorant et sur l'avancement des travaux de son doctorant. Je suis d'avis que lorsque le suivi est bon, les résultats sont meilleurs et les travaux avancent. Donc, je pense qu'un doctorant ne doit pas avoir la prétention de se suffire ou de se vexer ou d'être frustré parce qu'il a voulu rencontrer l'encadreur et l'encadreur n'a pas été disponible, du coup il reste dans son coin. Non, je pense qu'il faut apprendre à aller vers l'encadreur, je pense qu'il faut le booster, le motiver dans nos lectures et insister. Parce que quand tu insistes, tu envoies aussi un signal à ton encadreur et ça montre, ça prouve ta motivation. Et lui aussi, il est motivé à t'encadrer. Et lorsque le suivi est bien fait, tu ne peux pas forcément rencontrer des problèmes dans la rédaction. Et même pas seulement au niveau de l'encadreur, même entre nous-mêmes doctorants aussi, entre étudiants, chercheurs, il est important d'aller vers les autres. Il est important de débattre entre nous, il est important de demander des avis. Ça permet d'enrichir au moins ta culture littéraire, ça te permet aussi d'être moins limité. Oui, je suis d'accord. Puis c'est un peu aussi dans ce sens-là où finalement, j'ai voulu faire des podcasts autour de la revue de la littérature parce que, alors je ne sais pas si toi, tu as forcément eu une formation pour cet exercice-là. Pas du tout. Je n'ai pas eu de formation. Je me suis jetée. J'ai appris dans le tas. Voilà. Ouais, bah voilà. Donc, c'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup finalement, ça ressort et je me suis dit: «Ah ben, finalement, ce serait bien d'interroger des personnes qui ont déjà rédigé cette revue pour un peu démystifier et pour partager également des pratiques» et ce qui m'amène un peu à cette dernière question. Tu as déjà évoqué, les conseils, pour essayer de finalement d'évaluer la pertinence d'un article. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils à partager que tu as appris toi, voilà, du fait que finalement tu t'es jeté dans le vide comme ça et je sais qu'on apprend beaucoup de choses quand on expérimente, par nous-mêmes, donc peut-être que tu as d'autres choses à partager? D'accord. Alors, moi, ce que j'ai à partager, essentiellement certains problèmes. Je faisais beaucoup de procrastination. Ouais, je remettais beaucoup à plus tard ce que je pourrais faire maintenant parce que je me disais que j'avais du temps. Je me disais que j'avais du temps et c'était une erreur parce que je me suis rendu compte que les années en thèse passent très vite. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de retard. Donc, quelle astuce j'ai fait pour éviter justement la procrastination? J'ai commencé à faire des to-do list par semaine en relevant certains objectifs à atteindre en fin de semaine. Voilà, parce que la to-do list permet d'écrire ses tâches, d'avoir l'assurance de ne pas oublier ses tâches, mais surtout de réaliser ses tâches. Et donc, de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
Elle nous permet de mieux gérer nos priorités parce que c'est vrai, on est doctorant, mais on a d'autres priorités aussi dans la vie de tous les jours. Mais qu'on soit focus sur le fait que l'objectif premier d'un doctorant, c'est la rédaction de sa thèse et c'est de terminer sa thèse en fonction du temps qui lui a été imparti. Donc, lorsqu'on a quelque chose d'urgent, mais qui n'est pas important, on peut déléguer. Et ça nous permet donc, cette to-do list nous permet d'éviter de procrastiner. Ça nous permet de réaliser nos objectifs plus facilement. Donc toi, c'est beaucoup sur l'organisation finalement que tu as. Voilà, c'est beaucoup sur l'organisation. Je pense que l'organisation, c'est la discipline. Hein. C'est la discipline. On peut faire beaucoup de choses. Il suffit d'être bien organisé et puis voilà. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier la rédaction de la thèse. C'est tout. Et le travail, bien sûr. Si je comprends bien, si tu pouvais un peu remonter le temps, peut-être que tu t'aurais organisé différemment au tout début de ta thèse. Voilà, au tout début, lorsque je procrastinais, lorsque je n'avais pas certaines astuces comme le fait quand je téléchargeais tout et j'essayais de tout lire du coup, parce que ça m'a pris énormément de temps. Énormément de temps. Si tu dis que tu télécharges d'abord 100 articles, que tu vas d'abord lire, essayer de comprendre, ça prend du temps. Au final, un temps pas du tout productif parce que lorsque tu lis tout comme ça, tu n'arrives pas à rien retenir en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais fait différemment ou c'est juste l'organisation, toi, qui t'a posé souci? C'est l'organisation et puis, travailler à mon rythme. Je pense que travailler à mon rythme, oui, parce que je pense que chacun doit s'adapter à son propre rythme. Ne pas se laisser influencer par le rythme des autres. Moi, par exemple, j'ai des collègues qui travaillent 8 heures, 20 heures, 8 heures, 21 heures. Et quand j'ai essayé de faire ça, je me suis cassé la tête parce que c'est pas mon rythme. Donc, j'ai essayé de trouver mon rythme à moi. Quel est ce rythme-là qui me rendra plus productive, qui me rendra beaucoup plus efficiente? Du coup, j'ai trouvé mon rythme. Donc, je rédige pendant 2 heures. 2 heures, je lis, je rédige, loin de toute forme de perturbation. Ensuite, je fais une pause pendant 30-40 minutes. Pendant la pause, je peux manger, je peux écouter de la musique, je peux aller sur les réseaux. Franchement, je me vide l'esprit. Dès que je termine la pause, je reprends encore le même rythme. Je travaille pendant 2 heures sans perturbation. Ensuite, je fais une pause. C'est ma méthode de travail. Et je pense que cette méthode-là me correspond mieux et me rend plus efficiente. Donc, chacun essaye de travailler à son rythme et ne pas se laisser influencer par le rythme des autres. Ok. Merci beaucoup, Martine, d'avoir partagé ton expérience à toi. C'était un échange très intéressant. Pas de quoi.